Inside Private Equity, le grand débrief. Je pense que nos clients, ils aiment bien investir dans ce qu'ils connaissent. C'est un principe d'investissement de base. Et nous, on a beaucoup d'entrepreneurs parmi nos clients. Et un entrepreneur, comme Jean-Marc, comme Frédéric et comme tout le panel de tout à l'heure, il connaît bien l'entreprise, il connaît souvent bien les fonds de private equity. Et donc, quand il fait un cash-out, on en a parlé aussi, quand il a un peu d'argent à investir, il va d'abord se diriger vers ce qu'il connaît. Et le private equity, c'est ce qui va lui parler le plus. Si je lui parle d'un ETF, il me dit « OK, ça a l'air sympa, c'est diversifié », mais ce n'est pas forcément ce qu'il connaît. Donc, c'est un bon point de départ aussi pour commencer une discussion, parce que c'est quelque chose auquel il va s'identifier. Ensuite, quand on est entrepreneur, on a aussi une appétence au risque qui est un petit peu différente, peut-être de l'investisseur moyen. Et donc, c'est aussi une population qui va avoir tendance à s'intéresser à ces secteurs de performance. Et là encore, je pense que nos clients apprécient ça. Et le dernier, peut-être le dernier point qui va les intéresser dans le private equity, c'est effectivement le côté économie réelle, quelque chose de concret, l'impact, surtout pour les plus jeunes générations qui cherchent vraiment à connecter leurs investissements avec des convictions. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui. La diversification, en fait, c'est pas forcément le facteur le plus cité quand on parle de private equity. Et là où c'est intéressant, c'est de regarder finalement que nous donnent les marchés cotés aujourd'hui. Alors, quelque chose qui se sait peu, mais il y a à peu près 2 fois moins d'entreprises cotées aux États-Unis aujourd'hui qu'en 1996 à son pic. Donc déjà, en fait, on a un univers investissable sur le côté qui est plus petit. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on regarde les principaux ETF, il y a une hyper concentration qui est en train de se produire dans ces différents ETF. Donc ces ETF, c'est des fonds indiciels qui sont censés répliquer les grands indices. Il y a une hyper concentration autour de quelques valeurs. Vous les connaissez, on les a appelées GAFAM, puis maintenant Magnificent Seven, puisqu'elles ont été rejointes par Tesla et Nvidia. Elles représentent 30% du S&P 500, qui est le plus gros indice mondial. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Quand vous investissez aujourd'hui dans un ETF S&P 500, votre conseiller classique, pas ceux qui sont ici évidemment, mais classique va vous dire « Monsieur, vous êtes très diversifié, vous êtes dans un ETF, vous achetez tout l'indice. Oui. » Sauf qu'en fait, il y a 7 valeurs qui font la même capitalisation que les 400 plus petites de l'indice. Donc vous avez un niveau de diversification qui est relativement faible. Donc le fait de pouvoir investir dans le private equity, c'est aussi finalement pouvoir investir dans des plus petites capitalisations. Là, Jean-Marc l'a aussi rappelé, il y a de moins en moins d'introductions en bourse de petites capitalisations. Donc, on ne peut plus investir sur ces valeurs-là au travers de la bourse. Et une bonne manière de le faire, c'est avec les fonds plutôt de grosses et de buy-out, qui répliquent à peu près ce que faisaient les IPO sur les SMID, donc les small et mid-cap autrefois. Et ça, c'est vraiment un outil, du coup, utile qu'on n'avait pas à disposition il y a encore 5-10 ans. Gus, vous vouliez rajouter quelque chose ? La diversification qu'apporte le private equity, qui est intégrée au produit, c'est la diversification dans le temps. Parce qu'en fait, en private equity, on investit par construction progressivement. Le fonds va être déployé progressivement, les fonds vont être appelés progressivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur les marchés cotés, puisque vous êtes appelé instantanément dès lors que vous investissez. Donc la diversification, elle est dans le temps, alors que sur les marchés cotés, on va plutôt recommander des investissements programmés, de lisser son investissement. Mais en fait, ce lissage, il est intégré au produit private equity. Ça, c'est aussi un aspect, je pense, intéressant dans la diversification. Et on retient aussi. Qu'est-ce qui vous fait cliquer sur une annonce immobilière ? C'est le prix. Voilà, on a toujours des déclencheurs qui sont parlants. Quand vous vous intéressez à un produit financier, qu'est-ce que vous regardez d'abord ? C'est quelle est la performance espérée, monsieur. Et si cette performance espérée, elle est intéressante, eh ben on va commencer à essayer de comprendre, faire l'effort, peut-être regarder 2 heures une émission qui s'appelle Inside Private Equity pour comprendre comment cette classe d'actifs fonctionne. Mais d'abord, il faut la performance. Et la performance, elle est effectivement très importante, en moyenne 13%. Et elle est de plus en plus importante quand on s'intéresse aux top players, aux meilleurs du marché. Vous en avez beaucoup parlé sur ces émissions et dans les précédentes. Les premiers quartiles, premiers déciles. En fait, si on arrive à accéder à ces meilleures classes d'actifs, là, les écarts de performance peuvent être énormes. Donc oui, évidemment, c'est toujours important. Voilà. L'épargne longue, avant, il y avait une martingale, notamment en France et dans d'autres pays de propriétaires, ça s'appelle l'immobilier, la résidence principale. Aujourd'hui, pour acheter une résidence principale à Paris, il faut gagner à peu près 12 000 € par mois pour un ménage et il faut être capable d'apporter à peu près 200 000 €. Donc, pour rappel, 1% des Français seulement gagnent plus de 9 000 € par mois. Donc, en fait, il faut être dans le top 1%. Donc, peut-être que cette martingale, elle est terminée, en fait, et ce n'est pas l'opportunité de notre génération. En revanche, notre génération a d'autres opportunités. Ceux qui aiment les cryptos s'en réjouissent en ce moment.
mais il y a également d'autres classes d'actifs peut-être un peu plus terre-à-terre, adossés à des actifs sous-jacents un peu plus concrets, comme le private equity. Et je pense que c'est une opportunité vraiment intéressante. Parce que si jamais je fais partie de ces 1% et que je suis capable de faire l'opération que je viens de vous décrire, c'est-à-dire d'acheter 100 mètres carrés à Paris, pour que cette opération soit pertinente par rapport à mobiliser le même effort d'épargne sur des fonds de private equity, c'est-à-dire 200 000 euros tout de suite et un investissement programmé peut-être de 30 000 euros par an, il faudrait que je fasse x4 sur mon appartement sur 20 ans. Oui. Donc autant vous dire que l'opportunité, elle n'est peut-être pas celle d'acheter un appartement dans Paris, vu sur la Tour Eiffel ou non. Bon, Benjamin, oui, ou même pas besoin d'avoir une vue sur la Tour Eiffel pour que... Non, mais c'est des marchés un peu différents. C'est vrai.